Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale, présentée par Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti, tous les mardis à partir de 10h05, avec 2 rediffusions dans la semaine. Mardi, 20h, jeudi, 20h. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour, bonsoir selon vos zones et heures d'écoute. Encore une fois, nous nous retrouvons dans le cadre de l'émission Gabon Politique, notre rendez-vous hebdomadaire initié par la rédaction de Radio Gabon. Cette semaine, nous recevons l'honorable Germain Biaoudjo, député du 2e siège du département de Livindo à Makokou, district de Mvadi. C'est dans la province de Logoué-Ivindo, en abrégé G6. Profitant des vacances d'intercession parlementaire, l'élu du Parti démocratique gabonais se met toujours au contact de son électorat pour faire le compte rendu des activités de la 13e législature. Honorable Germain Biaoudjo, bonjour. Bonjour madame. Comment se portent les populations de Mvadi que vous venez justement de rencontrer? Elles se portent très bien, comme toutes les populations du Gabon. Et elles n'ont pas de soucis particuliers? Oui, il y a des soucis particuliers, comme tout le peuple gabonais, comme toutes les populations de l'intérieur du pays. Et nous allons en débattre justement. Honorable, l'équipe de Gabon Politique est ravie de vous recevoir dans ce studio pour une durée de 52 minutes, le temps accordé à l'émission. Habituellement, nous sommes 2 journalistes autour de cette table avec notre invité, Achille Mwanda Moussoti, et moi, Claudette Eworé. Mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, Achille ne peut être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Qu'à cela ne tienne, nous vous rappelons d'abord l'esprit et le but de cette rencontre avant d'entrer dans le vif du débat. En effet, Gabon Politique est une tribune, un rendez-vous que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent au débat public, sans distinction d'appartenance idéologique, le but étant de permettre à chacun de défendre et partager ses convictions et visions en faveur du développement de notre pays et surtout pour la vitalité de la démocratie. Vous conviendrez avec nous que l'on ne va pas seulement attendre les périodes électorales pour venir s'adresser à ses compatriotes. Cette émission constitue donc un échange constructif, marqué par des questions sans tabou et parfois embarrassantes, mais des préoccupations qui s'inscrivent dans la logique de devoir de responsabilité de notre profession, tel le décrivait Albert Londres, journaliste français, en ces termes. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Honorable, déjà que vous inspire la liberté de la presse. Écoutez, madame, avant de vous répondre directement, je voudrais d'abord remercier les responsables de votre antenne pour la confiance et l'honneur que vous me faites, et la confiance et l'honneur dont vous détenez seul le secret. Merci. Bon, la liberté de la presse est un principe universel, et dans le cadre du Gabon, elle est consacrée par la Constitution gabonaise. Donc c'est un fait réel, je n'ai pas de doute que la presse est libre au Gabon. Alors nous allons passer à la première partie, question d'actualité. Les syndicats des personnels de santé ont lancé un mouvement de grève générale dans tous les hôpitaux publics de notre pays à compter du 24 février 2020. Ils revendiquent évidemment la satisfaction de leur cahier de charges. Vous, en tant qu'élu, quelle appréciation faites-vous de cette situation? Bon, mon appréciation, c'est m'inquiéter parce que la santé est un domaine sensible. Une grève générale de tout le secteur aura sûrement des conséquences que nous n'imaginons pas. Et ni les grévistes, ni les pouvoirs publics, encore moins le représentant du peuple que je suis. Donc c'est une inquiétude réelle. Si cela se met vraiment en œuvre, c'est une inquiétude réelle. Oui, mais vous qui contrôlez l'action du gouvernement, vous avez un mot, parce que si le gouvernement satisfait aux revendications, le personnel va reprendre le travail. En tant qu'élu de la nation, c'est d'exhorter le gouvernement
de tout mettre en œuvre pour d'abord renouer le dialogue avec les syndicats afin de parvenir d'un accord pour que la grève ne soit pas exécutée. C'est ce que je peux faire comme recommandation. Exhorter le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour que cette grève ne pénalise pas l'ensemble du secteur de la santé. Autre fait d'actualité, la ministre en charge de l'intégration et du développement de la femme chargée des violences faites aux femmes vient de lancer officiellement une campagne de lutte contre les violences faites au sexe féminin. Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée en Toum, il y a eu des témoignages, de nombreux témoignages des victimes, c'est-à-dire des femmes battues, agressées, humiliées par leurs conjoints honorables. Votre réaction ? D'abord, ma réaction, c'est la condamnation de ces phénomènes de violences faites aux femmes et de toute violence d'ailleurs. Nous sommes dans la décennie de la femme gabonaise décrétée par le chef de l'État, Anogo Evindo, et le lancement de cette campagne de sensibilisation vient à point nommé pour que les Gabonais et les Gabonaises s'en saisissent. Parce que le foyer, c'est le socle de la vie. Une fois que la femme qui incarne les valeurs d'un foyer est battue, est dénigrée, c'est une atteinte grave à la famille, mais aussi à la société. Donc, en tant que représentant du peuple, je ne peux que condamner ces phénomènes. Et nous allons revenir sur les violences en milieu scolaire et autres comportements déviants au sein des établissements secondaires de notre pays. Alors, le gouvernement a décidé d'instaurer les fouilles systématiques à l'entrée des lycées et collèges et dans les salles de classe. Que pensez-vous de la mesure? Est-ce suffisant pour indiquer le phénomène? D'abord, je tiens à vous rappeler que ces phénomènes de violence en milieu scolaire ont été largement discutés à l'Assemblée nationale entre les députés et les membres du gouvernement. Lors de séances de questions orales du 27 mai 2019, effectivement, nous avons interpellé les ministres en charge de ces questions à l'Assemblée nationale qui nous ont donné des garanties pour l'éradication de ces phénomènes. Parce que il faut regarder le problème à la racine. Les violences en milieu scolaire peuvent être gérées à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de la famille des élèves, au niveau de l'établissement et au niveau de la périphérie des établissements. Lorsque nous regardons un peu comment s'organisent aujourd'hui les établissements, nos établissements ne sont pas assez sécurisés. Autour des établissements, nous voyons toutes sortes de commerces, des débits de poissons, les motels, en tout cas tout ce qui peut participer à la dépravation des mœurs. Et nos enfants qui sont encore des esprits jeunes ne peuvent que être impactés par ces milieux qui sont assez pollués. Donc, le gouvernement avait pris des mesures déjà lors de l'interpellation et nous saluons l'accélération des mesures qui continuent aujourd'hui jusqu'à mettre devant les établissements une sécurité spéciale, mais aussi procéder aux fouilles des élèves pour déceler quels sont les objets dont ils détiennent dans leur sac. Donc, cette mesure, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce que il faut éloigner l'établissement de ce qui peut amener l'enfant à regarder autre chose que l'école. Donc, il faut d'abord assainir le milieu scolaire. Et au-delà des fouilles, les fouilles qui s'accompagnent naturellement, lorsque j'ai regardé la presse, des exclusions, parce qu'après, il y a la question de la réinsertion de l'élève. L'élève qu'on a attrapé avec des stupéfiants, avec le couteau, des ciseaux, lorsqu'on l'exclut, qu'est-ce qu'il deviendra plus tard? Donc, il faut que la réflexion soit, en tout cas, aille au-delà de mesures actuelles. Mais nous encourageons le gouvernement à le faire. Et ces enfants ont encore un autre handicap. Ils ne savent même pas parler les langues nationales et la journée internationale de ces langues a été célébrée récemment sans grand bruit dans notre pays. Et vous, ressortissants de Mvadi, que pensez-vous de la disparition des langues nationales dans notre pays? Alors, la question est bien posée. Avant de regarder l'enfant qui ne sait pas parler sa langue, il faut d'abord regarder l'adulte, son père ou sa mère.
Parce que le français, c'est la langue nationale. Mais nous avons nos langues naturelles. Moi, je suis Kwélé. La question que vous devez me poser, est-ce que vous parlez réellement, voilà, Kwélé en famille? Oui. C'est d'abord la question qu'il faut d'abord poser. Elle était prévue. Avant de regarder la question au-delà de façon générale. Est-ce que vous parlez Kwélé? Moi, je parle correctement Kwélé. Mais est-ce que mes enfants... présentement, population de Mvadi qui vous suivent? Bidjemi. Tradition. Bonjour. Comme on dit Mbolo enfant. C'est nous, trop facile. Une phrase un peu plus élaborée. Bien tout à fait. Merci honorable. Nous allons boucler avec cette partie d'actualité avec une question purement politique. Vous voyez que tous les sujets évoqués sont directement liés à l'action gouvernementale. Et récemment, nous avons suivi, la population gabonaise a suivi une déclaration pondue par le groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais au pouvoir à l'Assemblée nationale qui s'insurge, qui s'oppose à un éventuel changement de gouvernement ou du moins du changement du Premier ministre actuel, Julien Kogbekale. Est-ce de votre ressort? Qu'est-ce qui a motivé cette sortie, puisque vous êtes parmi les députés du PDG? Bon, madame, merci de m'avoir posé cette question. En venant ici, je pouvais imaginer que cette question me sera posée. Je tiens quand même à rappeler que la nomination du gouvernement ou du Premier ministre relève de la compétence exclusive du chef de l'État. Tout à fait. La Constitution, dans son article 15, le stipule clairement. Le groupe parlementaire PDG accompagne le chef de l'État. C'est le groupe parlementaire du chef de l'État à l'Assemblée nationale. Le gouvernement qui est nommé, c'est le gouvernement du chef de l'État. Donc, que l'on soit au groupe parlementaire PDG, que l'on soit au gouvernement, nous accompagnons un seul chef, c'est le chef de l'État. Donc, la sortie du président Mabala a sûrement fait varier l'environnement politique, le microcosme politique, avec des interprétations que nous avons suivies à travers les réseaux sociaux, les médias publics. Et ce qui me paraît essentiel, c'est de dire que nous dépendons du Parti démocratique gabonais. Et le Parti démocratique gabonais a clairement tranché la question. D'une part, en rappelant le principe constitutionnel que je viens de rappeler, et de l'autre, en marquant une cohésion au sein du parti et avec ses parlementaires. Donc, pour moi, la question ne se pose plus. Mais toujours est-il que les Gabonais continuent toujours à donner des interprétations, mais c'est leur droit. Hein. C'est leur droit. Justement. La deuxième partie de cette émission, c'est le parcours de l'homme. Nous recevons le député Germain Biao. Qui est-il? Son parcours professionnel, un peu ses états de service. Bon, effectivement, l'Assemblée nationale m'a permis de me faire connaître en tant qu'élu de la nation. Auparavant, les gens ne me connaissaient pas. Je suis effectivement Germain Biao. Je suis philosophe de formation. Je suis diplômé de l'Université de Nantes. J'ai un 3e cycle de philosophie politique et diplômé également de l'ENA du Gabon, donc conseiller des affaires étrangères. Dans mon parcours professionnel, j'ai servi naturellement dans mon ministère comme chargé d'études du ministre à l'époque, après ministre d'État. Le monsieur Essoz Ngonde qui a bien voulu m'associer dans son cabinet. Et après son départ à la primature, je suis resté aux affaires étrangères, notamment à la direction générale de la francophonie où j'étais affecté comme agent. J'accompagnais le directeur général dans toutes ses missions et compétences. Et quelques temps après, quelques mois, je crois 17 mois après, le Premier ministre Essoz Ngonde m'avait fait l'honneur de me nommer conseiller politique dans son cabinet. Et c'est à partir de son cabinet que j'ai eu la grâce d'être proposé à l'investiture du Parti démocratique gabonais pour les élections législatives.
Et donc, aujourd'hui, je suis député à l'Assemblée nationale, présenté par le PDG, mais député de la nation. Je voulais poser la question, votre intérêt pour la politique date de quand, mais vu votre parcours, je trouve déjà, je crois que la population a compris déjà que l'intérêt politique de M. Biao était déjà là, mais votre adhésion au Parti démocratique gabonais date de quelle année? Bon, mon adhésion date quand même de plus d'une vingtaine d'années. Lorsque j'étais jeune, j'étais encore au lycée, j'étais l'un des rares accompagnés des aînés sur le terrain de la politique depuis 1993, où le président Omar Bongo avait fait la première élection du Gabon revenu au pluralisme démocratique. Et à partir de là, je n'ai fait qu'accompagner les aînés qui faisaient la politique pour le compte du Parti démocratique gabonais. Est-ce que votre adhésion au Parti démocratique a motivé le choix de votre parcours académique? Bon, je crois les événements coïncident. Les événements coïncident parce que je suis philosophe politique, effectivement. Ayant une telle formation dont j'ai un regard sur le phénomène de la politique. Justement. Et du coup, lorsque il a fallu que je fasse le choix de ma carrière, je n'ai pas jugé, j'ai jugé utile d'être dans le milieu public où je pouvais observer le phénomène de la politique et surtout voir les acteurs agir et interagir dans la scène. Donc, ce n'est pas un choix fortuit. Et qu'est-ce qui vous attire dans ce parti, dans cette formation politique, Parti démocratique gabonais? Est-ce que c'est l'idéologie? Est-ce que c'est le discours, le pouvoir ou les autres avantages? Bon, le Parti démocratique gabonais est basé sur un principe idéologique régalien et cardinal. Dialogue, tolérance et la paix. Moi, j'ai fait ma thèse, j'ai fait un début de thèse sur ces questions, notamment où j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt la question de la tolérance, ce qui est un principe du libéralisme politique. Donc, le Parti démocratique gabonais, pour ceux-là qui veulent vraiment servir l'État, je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit que d'être militant du Parti démocratique gabonais, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire. Voilà. Donc, c'est une posture d'abord idéologique. Vous avez été investi par le Parti démocratique gabonais et on vous appelle le Parti des masses. On sait que vous étiez certainement nombreux à postuler. Qui est-ce qui a milité en votre faveur pour que le parti vous investisse? C'est le choix discrétionnaire du distingué camarade président. Nous avons été choisis par le distingué camarade président. Je ne reconnais pas avoir formulé une candidature. C'est sûr que toutes les informations revenues de la base et les effets conjugués de toute la classe politique de Logwe Vindo à l'époque dirigée par les camarades Isseo Zengonde et le camarade Alain Claude qui était au comité permanent du bureau politique. Je crois qu'avec toutes les informations de terrain, parce que le principe de départ, c'était de gagner tous les sièges de Logwe Vindo. Donc, et sur cette base, toutes les informations qui revenaient à la centrale étaient filtrées. Et donc, arrivé au niveau du chef de l'État, j'imagine que ma candidature a été peut-être la meilleure. Et la campagne était facile, il n'y avait pas d'obstacles sur le terrain? Non, toute campagne n'est pas facile. La campagne est une compétition. Et surtout que les élections législatives sont une élection particulière où les enfants d'un même village, d'une même famille s'opposent. Donc, les populations élisent un candidat sur la base de plusieurs valeurs. Bon, moi j'ai retenu, lorsque j'ai regardé le phénomène dans ma campagne, c'est d'abord le rapport direct avec les populations. Mais souvent, il y a des contradictions entre le candidat investi du parti et le candidat voulu, souhaité par les populations de base. Est-ce que vous n'avez pas été un peu confronté à ce genre de difficultés? Non, mais concernant non. Parce que je n'ai pas eu de difficultés de ce type. Vu mon score, je suis quand même allé... Lequel vous pouvez nous le rappeler? J'ai atteint quand même 79,4%. Score à la soviétique? Je ne le dirai pas.
C'est un score démocratique. Bon, vous siégez actuellement à l'Assemblée nationale. Quelles sont les préoccupations spécifiques des populations du district de Mvadi que vous portez, que vous défendez particulièrement? Bon, les préoccupations des populations du district de Mvadi, comme je le disais dans mon propos introductif tout à l'heure, sont des préoccupations à l'instar de toutes les populations. Bon, dès mon arrivée à l'Assemblée nationale, effectivement, j'ai souligné la question de la carte sanitaire, la carte scolaire, la question de l'électricité, la question de la route et à titre principal, la question de l'eau. La question de l'eau, d'où mes nombreuses interpellations aux membres du gouvernement. Et à ce jour, je peux vous livrer la satisfaction des populations d'Mvadi concernant la question de l'eau. Aujourd'hui, sur 10 villages, je peux dire que 6 ont été choisis pour bénéficier de pompes hydrauliques villageoises. Et il y a déjà des forages qui ont été réalisés. Dans 2 villages que je viens de visiter, les pompes sont déjà construites. Donc, c'est déjà un début de satisfaction à cette doléance. Et Mvadi était un nouveau district qui a presque tous les problèmes de services sociaux de base. Et vous représentez le Parti démocratique gabonais qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans. Comment vous faites lorsque vous êtes en tournée parlementaire? Quel est le discours d'espoir que vous donnez à ces populations? Non, Mvadi n'est pas un nouveau district. Mvadi a été érigé en district en 1993 et mise en œuvre, mise en activité, du moins la création en tant que district, date de 1996. Eh bien, en tant que député du PDG, le PDG c'est le parti au pouvoir, je ne peux incarner que l'espoir du lendemain meilleur. Parce que nous sommes assis sur le levier du pouvoir, sur le Parti démocratique gabonais. Donc je ne peux pas avoir un autre discours que de demander aux populations de garder espoir. Espoir pour leur fidélité, leur loyauté et leur régularité en faveur du chef de l'État et du parti, en faveur du Parti démocratique gabonais. Donc étant dans cette posture, je ne peux que dire aux populations de patienter. Surtout qu'en août dernier, lorsque vous étiez au contact des mêmes populations, vous avez parlé avec assurance en disant que plusieurs chantiers verront le jour dans un proche avenir. Oui. Est-ce que ces projets ont pu avancer? Je vous parle déjà de l'eau. C'est un projet concret. Voilà. Je vous parle déjà de l'eau. Je vous parlerai également, même si je le dis au conditionnel, de la construction du premier centre de santé rurale en Mvadi, qui est un projet réel, suivi régulièrement par le ministre en charge de la Santé, avec qui je suis en contact permanent sur la question. Donc, et vous avez parlé aussi de réunification des filles et fils de Mvadi. Est-ce qu'ils étaient si divisés que ça? Non, la réunification, non. Mais le travail collégial, oui. Parce qu'il n'y a jamais eu de problèmes majeurs, on va dire, en termes de division des fils et filles. Le discours politique n'a jamais divisé les fils Mvadi. Mais en tant que premier responsable politique, il est de mon devoir d'amener tout le monde à regarder dans la même direction, ne serait-ce que pour travailler. Même si on ne se fait pas la bise dans la bouche, parce que la politique, c'est la concurrence. Mais lorsqu'il y a un problème d'intérêt commun, lorsqu'il y a un projet à défendre, je pense qu'on gagnerait à regarder dans la même direction. Vous êtes le premier responsable politique actuellement, Mvadi. Bien sûr. Et comment vous gérez l'approche genre au niveau de vos collaborateurs, les relations hommes et femmes, la parité pour s'arrimer au contexte international? Bon, d'abord, l'approche genre s'impose à nous aujourd'hui. Le chef de l'État en fait une préoccupation nationale. Et au Parti démocratique gabonais, nous encourageons cette approche. Dans mon cabinet, que ce soit le cabinet technique que j'ai à Libreville ou bien dans mon cabinet politique élargi, j'ai beaucoup de femmes qui travaillent avec moi. Et cette approche doit consister à autonomiser la femme. Parce que la question de l'approche souvent est diversement appréciée. Mais la femme devrait être utile si on l'amène à l'autonomisation.
en l'aidant à créer des activités génératrices de revenus. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens? Vous êtes en tournée parlementaire, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Bon, nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui avec toutes les femmes du district pour créer des occupations, notamment autour des chantiers d'exploitation forestière, d'exploitation d'or, pour faire des commerces par exemple. Et nous encourageons cela. Et nous allons nous mettre à donner des petits micros, des petits crédits, pour que ces femmes-là vendent du manioc, vendent des plats, pour que ceux qui sortent par exemple des chantiers viennent se restaurer chez elles. Voilà, on parlait également de problèmes environnementaux. Dans votre district, la pollution des eaux, qu'en est-il? Bon, c'est une question que j'avais soulevée. Effectivement, le gouvernement s'était saisi de la même question pour tenter de la gérer. Et effectivement, la pollution des eaux venait du Congo. Les chantiers, les sociétés chinoises installées au Congo qui exploitaient de l'or, versaient leurs déchets dans le grand fleuve Ivindo. Et donc, avec le phénomène de ruissellement, les déchets impactaient l'Ivindo, donc à la limite frontière, jusqu'à impacter les villages du bas Ivindo. Donc, ce n'était pas des sociétés installées au Gabon. Et la justice s'était saisie à un moment de la question. Les Chinois avaient été arrêtés, condamnés. Et jusqu'à ce jour, je pense que la question semble se résoudre. Et le gouvernement a pris des mesures pour trouver des sources alternatives d'eau, notamment par l'installation de pompes dans les villages du district d'Invadé. Et comment gérez-vous le conflit homme-faune? Alors, le conflit homme-faune ne peut pas être géré à mon niveau. Ce que nous faisons au niveau de l'Assemblée nationale, c'est de rappeler au gouvernement ses responsabilités. Les doléances de vos populations vont naturellement dans ce sens. Bien sûr, parce que c'est un conflit réel, et notamment le conflit homme-éléphant. Dans mon siège, j'ai pratiquement 3 villages qui ne sont plus, qui sont déserts en ce moment, parce que les populations ne peuvent plus s'alimenter correctement. Toutes les cultures sont dévastées par les pachydermes. Les éléphants à titre principal. Et ces problèmes retombent sur le député? Bon, bien sûr, c'est normal parce que c'est moi qu'on voit régulièrement au village. Mais j'ai fait quand même mon devoir régulièrement de poser ces problèmes au niveau du gouvernement. Mais pas moi seul, c'est tous les députés aujourd'hui qui posent ces problèmes, qui appellent le gouvernement à trouver des solutions surtout durables. Et les réactions immédiates, est-ce que vous faites des dons, comme c'est souvent le cas au sein de votre formation politique? Non, les dons ne sont pas de l'exclusivité du PDG. Non, je ne vous il en fait plus que les autres. Oui, peut-être, non. Il y a un programme du gouvernement qui est là pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble des populations gabonaises. Les députés interviennent à titre, du moins de façon factuelle ou bien de façon sporadique ou bien spontanée lorsqu'il y a un besoin réel de population qui touche leur quotidien. Donc, je ne pense pas que ça soit le programme du PDG que de faire de... Mais le PDG a plus de députés, c'est normal que ses actions soient plus visibles. Ben, c'est normal. Donc, justement, vous avez la question, vous avez la raison. C'est pas une faiblesse. Non, je ne dis pas que c'est une faiblesse. Non, je ne le dirais pas. Moi, en tant que nouveau député, je ne peux pas m'inscrire dans l'optique des dons parce que je n'aurai pas tous les moyens nécessaires. Et ce que j'ai pu faire pour la session écoulée, j'ai résolu la question de la rentrée de tous les enfants de mon siège. Sur un bassin pédagogique de 630 élèves, eh bien, j'ai payé la scolarité de tous les enfants du primaire et du pré-primaire. Bon, ce n'est pas un don, c'est un engagement que j'avais pris lors de ma campagne parce que j'avais remarqué que effectivement, les parents amenaient les enfants pendant la période scolaire dans les campements de pêche et les campements de manioc, justifiés par le fait qu'ils allaient chercher les frais scolaires. Donc, j'ai pris sur moi cet engagement de le faire et je l'ai fait.
Et honorable, présentement, vous êtes sur le terrain. Vous êtes venu uniquement pour répondre à notre appel, bien je sûr, suppose. bien Donc sûr. vous repartez. Et combien de villages avez-vous déjà parcouru depuis le début de votre tournée parlementaire? Et vous en reste combien? J'ai un siège qui s'étend sur 120 km de par la route, 125 par le fleuve. Donc, en termes de visite, j'ai visité 4 grands villages. Et récemment, j'ai visité les 2 villages qui ont déjà abrité les sites d'hydraulique villageoise. Donc, je suis allé, ça me fait, sur 12, sur 10, j'ai visité pratiquement 6. Et concrètement, vous arrivez, vous tenez le discours. Est-ce que ça s'accompagne de quoi? Comment ça se passe sur le terrain? Bon, le discours, non. Ce que j'ai fait, c'est des échanges, des entretiens avec toutes les catégories de population. Je prends les femmes à part, les jeunes, les notables, la chefferie, les leaders d'opinion pour échanger avec eux sur d'abord mon arrivée à 10 mois de ma présence à l'Assemblée nationale. Quel est le rôle du député? Qu'est-ce que moi, en tant que député d'Invadé, j'ai pu faire en 10 mois? Et j'ai recueilli des avis et puis on rentre sur l'examen des préoccupations réelles des populations. Et c'est après ces passages que je viens à l'Assemblée nationale préparer mes questions au gouvernement et puis continuer avec l'ensemble des collègues à faire notre travail. Et votre message passe? Vous avez l'impression que les populations vous écoutent, ils reçoivent favorablement vos propos? Bon, écoutez, en début de mandat, je ne peux pas m'auto-évaluer pour savoir si... ça fait quand même 2 tournées. Vu l'accueil, parce que même l'accueil, il y a des signes qui ne trompent pas, honorable. L'accueil en politique est motivé par plusieurs raisons. Il y a des gens qui viennent pour une curiosité, qui viennent pour un besoin, et ceux-là qui viennent pour échanger réellement sur leurs préoccupations. Donc l'accueil est là, l'accueil n'a pas tari, il va même grandissant, comme au moment de la campagne, mais je ne me fie pas à ça. Ce qui m'importe, c'est au bout de 5 ans, évaluer en termes de traçabilité mon passage dans le siège. Ce que j'ai pu faire à titre personnel, les dossiers que j'ai suivis auprès du gouvernement qui ont été réalisés et les dossiers que j'ai pu réaliser par l'appui, par exemple, des opérateurs économiques qui exploitent l'or, qui exploitent le bois dans la zone, qui exploitent X ou bien Y ressources naturelles. Donc voilà ce qui m'importe. Est-ce que, en tant qu'élu, vous êtes élu national, bien qu'investi par le PDG, est-ce que vous recevez tous les ressortissants de Mvadi qui viennent vers vous, même en sachant que telle ou telle population ne m'a pas élu? Bon, je reçois tout le monde, même au-delà d'Mvadi. Nous pouvons vérifier? Oui, vous pouvez le vérifier. Je suis habitant du quartier Zouata, par exemple, à Makoko. Un siège, un quartier qui est dans le siège de mon collègue, l'honorable Sozengonde, mais qui a un grand quartier dont les populations habitent là. Donc, lorsque j'arrive, ce n'est pas forcément les gens d'Mvadi qui m'ont élu, qui viennent me recevoir, qui viennent échanger avec moi, partager une bière, partager un morceau. C'est toutes les populations, même au-delà même de la communauté. De la province. Voilà. Donc, il y a des cadres aussi. Vous pouvez recevoir un ressortissant de Mabanda? Je suis député de la nation. Je suis député de la nation. C'est vrai, élu par une partie de la population gabonaise, mais je suis député de la nation. Honorable, que pensez-vous du mensonge en politique? Vous êtes philosophe. Vous savez ce que... Parce qu'il y a un de vos collègues philosophes qui a écrit tout un ouvrage, Alain Etchegoyen, qui a dit « La démocratie malade du mensonge ». Et dans cet ouvrage, il qualifie. Il y a une typologie de mensonge. Est-ce que pour vous, le mensonge, parfois, est nécessaire en politique? Non, je ne partage pas cet avis, ces regards négatifs sur la politique. La politique est un métier noble. C'est d'abord le plus grand métier. C'est le métier qui choisit les autres métiers dans la cité. La politique ne peut pas s'arrimer au mensonge. Non, surtout dans une démocratie.
de représentativité. Non, je partage Mais parce qu'il y a souvent des paradoxes entre le discours et les faits. Est-ce que c'est ceux qui pensent ainsi ne traduisent pas finalement la réalité? Non, il n'y a pas de paradoxe entre le discours et la réalité. Il y a une dichotomie, hein, si on peut parler, si on peut utiliser les ressources philosophiques pour essayer de regarder ce phénomène. Il y a une dichotomie entre la contrainte matérielle et la contrainte réalité. Le souhaitable et le possible. Et le possible. Donc ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Et l'État, qui est l'organe central de gestion de la politique nationale, s'emploie à réduire cette dichotomie chaque jour à travers les politiques publiques dont nous soutenons, nous, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, réduire la politique au mensonge, franchement, je ne pense pas que ça soit... Est-ce que lorsqu'on fait une promesse, on ne la tient pas? Est-ce que c'est toujours de la dichotomie ou bien du mensonge? Non, lorsque on tient... Je ne pense pas que ce n'est pas une promesse. Lorsqu'on a un projet, on veut réaliser un projet communautaire en faveur des populations. Effectivement, on peut l'annoncer, mais le temps de l'annonce et le temps pris pour la réalisation peuvent différer, peuvent varier. Donc, ce n'est pas un mensonge. Mais l'habilité politique voudrait que lorsqu'il y a un retard dans la réalisation d'un projet, qu'on revienne pour communiquer avec les populations. D'abord pour le respect de soi et le respect de ses électeurs. Ce que beaucoup ne font pas souvent, peut-être c'est là aussi... Beaucoup le font au PDG, je vous en prie. Tant mieux. Alors, cette question, le débat était un peu entre parenthèses parce que j'ai en face de moi un philosophe. Donc, l'avis du philosophe par rapport à la chose politique est très intéressant. Nous parlons maintenant de l'Assemblée. À l'intérieur, même au sein de l'hémicycle, il y a des commissions. Vous appartenez à quelle commission? Moi, je suis... D'abord, je vous remercie pour cette question. L'occasion pour moi aussi de remercier tous ceux qui ont participé à ma nomination en tant que rapporteur. Parce que la première fois où je suis à l'Assemblée nationale, sur 443 députés, c'est un honneur que d'être porté deuxième rapporteur d'une commission générale aussi importante, qui est celle chargée de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des travaux publics. Je suis le deuxième rapporteur. Également, j'ai eu l'honneur d'être porté comme secrétaire du groupe d'amitié Gabon-Maroc, groupe d'amitié parlementaire Gabon-Maroc. Donc j'ai quand même quelques responsabilités au niveau de l'Assemblée nationale. Et cette commission, vous sied par rapport à la situation géographique de votre siège? Bon, pas par rapport à ma situation particulière, mais par rapport à ma volonté d'accompagner le gouvernement avec l'ensemble des collègues sur des questions qui touchent les populations gabonaises. Et la question des infrastructures est une question importante. Les infrastructures routières, les infrastructures sanitaires, scolaires et toutes les infrastructures qui accompagnent la vie communautaire. Et c'est vous qui avez choisi ou bien c'est par désignation? Comment ça se passe? Nous sommes choisis. L'Assemblée nationale est organisée, du moins la gestion du député à l'Assemblée nationale est organisée par les groupes parlementaires. Et c'est mon groupe parlementaire qui m'a proposé à la nomination, du moins à l'élection de ce poste de rapporteur. Donc ce n'est pas un choix, c'est une proposition qui est entérinée par une élection démocratique au cours d'une séance plénière. Et quels sont vos rapports avec les autres groupes parlementaires qui sont plus ou moins insignifiants par rapport au mastodonte du PDG, 98 députés? C'est énorme. Bon, je pense que le PDG est d'abord un parti démocratique, d'où PDG. Nous sommes un parti de dialogue, de tolérance et de paix. Donc malgré les oppositions idéologiques qui peuvent séparer les appareils politiques, au sein du Parlement, je pense que le PDG travaille avec tous les groupes
avec tous les groupes. Le fait majoritaire ne veut pas dire, ne consiste pas à écraser X ou bien Y groupe. Je crois que tous les groupes ont leur raison d'être et travaillent normalement sans être inquiétés. Et ils ont moins de chances de faire passer une loi? Non, je pense pas. Je pense pas que tel que nous voyons le fonctionnement de l'Assemblée nationale aujourd'hui, non. Je pense pas que les lois soient portées par les groupes, non. Ce sont des projets de loi qui viennent du gouvernement. Ces projets de loi sont enregistrés, passent en examen dans des commissions générales. Il y a aussi des lois portées par des députés? Oui, ce sont des propositions de loi. Des propositions de loi, oui. Mais lorsque une loi est proposée par un député et lorsque cette loi passe à l'analyse d'une commission générale, elle n'appartient pas à un groupe. Elle est proposée par un député. C'est l'Assemblée nationale l'examine. Si on trouve l'opportunité et la justesse de la question à résoudre, je ne pense pas que ça soit du ressort d'un groupe parlementaire de décider de son blocage. Je ne pense pas. Parce que le travail est républicain. Oui, et votre groupe, vous avez vraiment, vous veillez sur l'action gouvernementale. Est-ce que depuis 2019, vous avez interpellé le Premier ministre ou certains membres du gouvernement? Oui, mais nous avons fait. Pas en tant que député, mais groupe parlementaire. Bien sûr. Si mes souvenirs sont bons, nous avons eu des échanges avec les membres du gouvernement qui sont des pédégistes comme nous. On a eu des séminaires, même des formations, organisés par le Parti démocratique gabonais avec une thématique assez importante, la co-responsabilité des dirigeants, du moins ceux qui sont à l'Assemblée nationale et ceux qui sont au gouvernement. Parce que c'est nous qui avons la responsabilité de gérer le pays. Donc, au-delà de la séparation de pouvoir, nous avons des passerelles, nous avons des navettes internes qui nous permettent d'échanger sur l'ensemble des préoccupations. Et vous leur dites souvent des vérités, voilà ce que la population, telle ou telle mesure ne peut passer. Je ne pense pas que ça soit ça à dire la vérité à un membre du gouvernement. Il n'y a pas mieux informé des préoccupations des populations que le gouvernement. C'est encore mieux et réconfortant lorsque c'est le parti, son parti qui le lui dit. Bien sûr, nous échangeons sans tabou, sans insulte, mais sans avoir l'idée d'une certaine supériorité d'un tel acteur sur l'autre. Parce que dire la vérité, c'est que vous reprochez à un autre acteur ses faiblesses. Non, nous ne travaillons pas dans cet esprit, je ne pense pas. Non, pas la vérité en tant qu'ordre, mais traduire les faits. Que si montrer les conséquences négatives ou positives de telle ou telle mesure, de telle ou telle décision. Notre rôle en tant que député, c'est de relayer l'information, relayer les besoins des populations auprès des pouvoirs publics et à titre principal auprès du gouvernement. Et nous le faisons. Et qu'est-ce que vous faites lorsque une mesure du gouvernemental n'est pas appliquée, pas par les membres du gouvernement, par certaines sociétés? Je prends un exemple de la société qui nous distribue l'eau et l'électricité. Je ne voudrais pas la nommer. Qui coupe l'électricité, qui fait des coupures en semaine, alors que nous avons suivi une mesure gouvernementale qui avait interdit de couper l'électricité eau en week-end. Non, il faut d'abord recadrer les choses. La société qui nous fournit l'eau et l'électricité a été une société qui a eu à l'époque une concession, une délégation. Et le gouvernement, lorsque les limites se faisaient de plus en plus, n'a pas hésité de rompre le contrat. Ça, c'était quand même une mesure assez forte. Ça, il faut quand même le souligner ici. Donc, avec une certaine nationalisation aujourd'hui de la société. Et depuis cette mesure, il y a quand même des améliorations appréciables. Et je ne pense pas que le fait d'avoir de délestage soit analysé comme une volonté. Il ne s'agit pas de délestage, il s'agit des opérations lancées
d'une agence qui dit on arrache les compteurs, on coupe de l'électricité un samedi matin. Ce sont des faits réels. Bon, pour ne pas me prononcer sur un problème que je connais pas, je préfère ne pas donner des détails là-dessus. Voilà. Oui, parce que c'est une information que vous me donnez. Justement, voilà. Donc justement, parce que c'est une société qui devrait être plus citoyenne. Bien sûr, parce qu'elle a été ramenée à l'État. Oui. D'accord. Alors, vous vouliez qu'on revienne un peu sur vos activités à l'Assemblée nationale. Il nous revient que certains textes passent tellement de temps à passer du gouvernement, l'Assemblée, Sénat. Qu'est-ce qui peut expliquer ces retards, cette lenteur, on peut dire, parlementaire? Non, il n'y a pas de lenteur parlementaire. Ça dépend de la nature du texte. Si vous avez, par exemple, affaire à un code, un projet de code qui régit l'ensemble d'un secteur, je pense qu'on gagnerait à mettre beaucoup de temps sur l'analyse de ce code, de cette loi matricielle, pour regarder, dégager les enjeux, regarder tous les contours avant de donner notre approbation. Je ne pense pas que ça soit volontaire. Non, je ne pense pas. Honorable, nous allons progressivement vers la fin de cette émission. Vous êtes jeune, vous avez tous les atouts nécessaires pour regarder loin. Quels sont vos projets politiques? Bon, oui, jeune, oui, mais j'ai l'apparence d'être jeune. J'ai peut-être l'apparence d'être jeune. J'ai 43 ans. Mais ça paraît jeune. Mais c'est dans la tranche des ambitions. Voilà, c'est dans la tranche des ambitions. Non, ma présence au Parlement me permet d'abord d'apprendre, de regarder aux côtés de tous les aînés du pays, tous les dignitaires de la République, ces beaux métiers de la politique, m'inscrire dans la logique d'accompagner qualitativement le gouvernement de la République en contrôlant son action, en évaluant les politiques publiques qu'il met en œuvre sous la très haute instruction du chef de l'État. Donc, en tant qu'acteur politique, quand on est député, on est acteur politique, oui, même si on est jeune, oui. C'est de me mettre au travail, de me mettre entièrement à la disposition de mon institution, de servir loyalement ceux qui ont le chef de l'État qui a bien voulu que je sois là parce que j'ai été présenté par lui. Donc, et puis, c'est le travail qui paye. Et le travail basé sur la fidélité, la confiance et la loyauté. Sur les valeurs. Sur les valeurs, voilà. D'accord. Et puis, à la fin, un dernier mot, un dernier message à tous les Gabonais qui vous suivent en général et aux populations du district de Mvadi en particulier. Non, le dernier message en tant qu'élu de la nation, c'est de dire aux compatriotes, ce qui n'est pas de mon ressort, parce qu'il n'y a que le chef de l'État qui doit s'adresser aux compatriotes, à ses concitoyens, de façon générale. L'élu est le représentant du peuple, donc il est même plus proche. Vous me donnez l'occasion de le faire. C'est de faire confiance au pouvoir public, faire confiance aux institutions de la République et faire confiance au travail qui s'est fait à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale travaille selon les compétences qui lui sont dévolues par la Constitution. Et nous le faisons depuis que nous avons commencé le plus correctement possible sous la direction de l'honorable Faustin Bokoubi, qui est une personnalité politique qui est très connue. De par sa sagesse, sa longue carrière politique, la confiance à lui faite par le chef de l'État. Et donc, nous essayons de faire ce que nous faisons dans les meilleures factures possibles.
Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette émission Gabon Politique. Merci de nous avoir suivis. Notre invité du jour était l'honorable Germain Biaoudjo, député du 2e siège du département de Lévindo à Makokou, district de Mvadi. On peut retenir que l'élu du Parti démocratique gabonais confirme son engagement politique pour essentiellement améliorer les conditions de vie des Gabonais, d'où le contact permanent qu'il maintient avec son électorat. Honorable, merci d'avoir interrompu votre tournée parlementaire pour venir répondre favorablement à l'invitation de Radio Gabon. C'est moi qui dis merci. Vous retournez en Mvadi? Je verrai avant le 2. Je vais faire un tour. Derrière la baie vitrée, vous avez pour la réalisation technique Julien Makita. L'émission est coordonnée par Ali Reynald Radjumba sous la supervision générale de Bertrand Ebiagengwe qui connaît très bien le district de Mvadi. Au revoir et à bientôt avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.